Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler avec sincérité de quelque chose qui, pour beaucoup de gens, paraît être un passe-temps vraiment étrange. Même si, honnêtement, le mot passe-temps ne lui rend absolument pas justice. C'est plutôt une démarche profonde, une manière d'aider, presque une vocation. Je suis gestatrice pour autrui. Oui, je porte l'enfant d'un autre couple. Et oui, je reçois une compensation financière pour cela. Mais avant tout, c'est pour moi une façon d'offrir une chance réelle à des personnes qui ne pourraient jamais devenir parents autrement. Depuis toujours, j'ai ce besoin d'aider. Certains trouvent leur équilibre dans leur carrière, d'autres dans l'art. Moi, ce qui m'a toujours porté, c'est l'envie de donner, d'être utile. C'est pourquoi, dès mes 18 ans, l'une des premières choses que j'ai faites a été de donner mon sang dans un centre de santé. L'idée que quelque chose venant de moi puisse sauver une vie me semblait totalement naturelle. Avec le temps, j'ai commencé à m'engager davantage. J'ai compris le poids, la responsabilité que représente le fait d'offrir une partie de soi. Alors, j'ai décidé d'aller plus loin et de devenir donneuse d'ovocytes. Cela signifie que quelque part en Europe, il existe des enfants qui partagent ma génétique. Beaucoup en sont surpris, mais pour moi, c'était simplement une autre façon d'aider ceux qui n'avaient pas eu ma chance. Environ 1 an et demi après cela, je me suis sentie prête à franchir une étape encore plus importante, la gestation pour autrui. Et ce n'était pas une décision impulsive. J'ai consulté une psychologue. J'ai travaillé mes peurs, mes doutes, mes limites émotionnelles. Ma plus grande crainte était la même que pour beaucoup de femmes. Et si je m'attache? Et si je n'arrive pas à laisser partir le bébé? Et franchement, cette peur est tout à fait normale. Mais après des mois de réflexion, je me suis sentie solide, apaisée, réellement prête. Aujourd'hui, j'en suis à environ 12 semaines de grossesse dans le cadre de ce parcours. Comme la gestation pour autrui est interdite en France, je suis suivie dans une clinique à l'étranger, comme beaucoup de Françaises et Français qui doivent se tourner vers d'autres pays européens pour cela. J'ai simplement dit « Je souhaite devenir gestatrice ». Et à partir de là, tout un processus médical s'est mis en place. Les exigences, comme dans la plupart des pays où la GPA est encadrée, sont strictes. Excellente santé, IMC correct, absence de pathologie chronique, non fumeuse, équilibre psychologique. On passe des analyses sanguines, des échographies, un bilan génétique, des entretiens avec un psychologue. Il est également indispensable d'avoir déjà eu au moins un enfant en bonne santé, pour prouver que votre corps sait mener une grossesse sans complications. Une fois toutes les vérifications faites, je remplis un dossier très détaillé. Où j'habite, mon métier, mon mode de vie, mes habitudes, mes centres d'intérêt, quelques photos. Ensuite, les parents d'intention parcourent les profils et choisissent la gestatrice avec laquelle ils se sentent en confiance. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le caractère ou l'apparence jouent un rôle, mais pour des parents qui confient ce qu'ils ont de plus précieux à une inconnue, c'est tout à fait logique. La plupart des parents d'intention ont traversé un véritable parcours du combattant. Années d'infertilité, protocole de PMA, fausses couches, échecs répétés. Pour eux, la GPA est loin d'être un caprice, c'est souvent leur dernière possibilité. Ce n'est pas une question de confort ou d'apparence, c'est une nécessité médicale. Une fois que les parents m'ont choisi, l'équipe médicale synchronise mon cycle pour préparer le transfert embryonnaire. Le transfert,
C'est le moment où l'embryon, créé à partir du matériel génétique des parents, est placé dans mon utérus. Et là, il faut être très clair. Je n'ai aucun lien biologique avec cet enfant. Aucun. Génétiquement, je ne suis pas sa mère. Je ne suis que la personne qui lui offre un environnement sûr pour se développer. Après le transfert, je reçois une petite indemnité mensuelle, principalement pour l'alimentation, les vitamines, les déplacements, les rendez-vous médicaux. Je suis en contact permanent avec une coordinatrice ou une juriste qui gère toutes les démarches et s'assure que tout se déroule correctement. À 12 semaines, on fait le dépistage prénatal complet, une échographie détaillée pour vérifier que tout va bien. Ensuite, je poursuis un suivi médical similaire à celui de n'importe quelle femme enceinte, avec en plus un accompagnement administratif et légal. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un accord assez souple. Je vis chez moi, je continue à travailler, je mène une vie normale. La seule contrainte est de rester dans un rayon défini, autour de la clinique, et d'envoyer parfois quelques photos pour rassurer les parents. Mais je sais que d'autres gestatrices ont des accords bien plus stricts. Logement imposé, contrôle plus régulier, restrictions sur les déplacements. Cela dépend du pays, de l'agence et du contrat. Et puis, un point important. Je n'ai jamais rencontré les parents d'intention en personne, et il est probable que je ne les vois jamais. L'anonymat est souvent recommandé pour préserver l'équilibre émotionnel de tout le monde. Ils ne connaissent de moi que mon dossier. Et moi, je ne connais d'eux que ce qu'on m'a transmis. C'est ce qui permet de garder une certaine distance, d'éviter les attachements inutiles et de maintenir des limites claires. Pour être honnête, beaucoup de gens s'imaginent que la gestation pour autrui est une sorte de façon simple de gagner de l'argent. Mais quand on la vit réellement, on comprend vite que ce n'est pas du tout le cas. Oui, il y a une compensation financière. Pour certaines, c'est une opportunité. Pour d'autres, une manière d'aider. Mais au final, une gestatrice met son corps, sa santé, son énergie et des mois de sa vie à disposition. Et cela mérite d'être reconnu. Dans mon cas, j'ai déjà un travail stable que je n'ai pas l'intention de quitter. Je continue à travailler presque tous les jours, en conciliant grossesse et vie professionnelle. Et soyons réalistes. En France, il est très difficile de gagner en quelques mois ce que permet la GPA via un emploi classique, surtout pour des femmes sans qualification particulière ou vivant dans des zones rurales où les possibilités sont limitées. Beaucoup de gestatrices que j'ai rencontrées sont des mères seules ou des femmes de régions plus modestes qui veulent offrir une vie meilleure à leurs enfants. Elles ne sont ni cupides, ni en train de vendre un bébé. Elles utilisent une opportunité qui bénéficie à tout le monde, à leur propre famille, aux parents d'intention et à l'enfant qui, sans cela, ne pourrait pas naître. Presque toutes avouent que oui, la motivation financière est importante. Et honnêtement, qu'y a-t-il de mal à cela? En France, comme la GPA n'est pas autorisée, le sujet reste très tabou, souvent entouré de jugements moraux. Beaucoup préfèrent ne pas en parler, et quand ils le font, c'est presque à voix basse, comme si c'était une pratique honteuse. Cela rappelle la façon dont on traite tout ce qui ne rentre pas dans le cadre traditionnel. Les familles non conventionnelles, la PMA, le don d'ovocytes. Dès qu'on s'écarte du modèle, on est pointé du doigt. Mais en réalité, tous ces progrès, la FIV, le don, les techniques de reproduction, existent parce que la science a avancé, parce qu'il y avait des familles qui en avaient besoin, parce que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas
concevoir ou mener une grossesse en toute sécurité. Et si la médecine propose une solution, pourquoi faudrait-il en avoir honte? Certaines personnes me disent « Oui, mais tu es payé, donc ce n'est pas un acte de cœur. » Et je réponds calmement « Je donne ma santé, mon temps, j'assume un risque physique réel. Pourquoi devrais-je le faire gratuitement? Cela n'enlève rien à la dimension humaine. C'est juste reconnaître ce qu'implique réellement une grossesse. Je me rappelle toujours pourquoi je fais cela. Cet enfant n'est pas le mien. Il appartient à une famille qui attend depuis des années. Mon rôle, c'est simplement de l'accompagner jusqu'à ses parents. J'en ai parlé aussi avec mon propre fils, très simplement. Je lui ai expliqué que le bébé n'était pas à nous et qu'il irait dans sa famille. Et les enfants sont incroyablement intelligents émotionnellement. Ils reflètent votre attitude. Si vous parlez calmement, il reste calme. Le mien a haussé les épaules et a dit « Ah d'accord, on joue maintenant ?» Et c'était tout. Aucun drame. Certaines personnes utilisent le mot « incubateur » pour parler des gestatrices. Mais soyons honnêtes, toute femme enceinte est un incubateur d'une certaine façon. La seule différence ici, c'est la génétique. Je ne suis pas la mère de cet enfant. Je suis celle qui lui permet de grandir en sécurité. Je suis l'intermédiaire, la personne qui l'aide à arriver jusqu'à sa famille. Il y a aussi un aspect que beaucoup ignorent, la dépression post-partum. Beaucoup pensent qu'elle arrive parce que la gestatrice remet le bébé. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout la cause. La dépression post-partum vient surtout du manque de sommeil, de l'épuisement, du stress constant. Tout ce que les gestatrices ne vivent pas. Les parents d'intention prennent l'enfant immédiatement. Moi, je pourrais me reposer, récupérer, dormir. Chose que je n'ai pas pu faire quand j'ai eu mon propre enfant. Autre point important, je n'allaite pas le bébé et je ne fournis pas de lait maternel. Dans la plupart des programmes européens, l'alimentation commence directement avec les parents dès le premier jour. Cela permet de poser des limites émotionnelles claires et d'éviter tout attachement supplémentaire. Si une femme me disait qu'elle envisage de devenir gestatrice, je lui conseillerais d'abord de se préparer émotionnellement, de ne pas le faire uniquement pour l'argent, de consulter un psychologue, de comprendre ses limites, sa force, ses craintes, et aussi de réfléchir à son travail. Toutes les professions ne permettent pas de vivre une grossesse de 9 mois sereinement. Et si un couple envisage de recourir à une gestatrice, je leur dirais « Choisissez quelqu'un en qui vous avez confiance. » Parfois, c'est même une connaissance, une amie, une parente. Cela existe. Mais qui que ce soit, elle doit être émotionnellement stable, responsable et vraiment prête. Parce que vous ne pourrez jamais contrôler chaque détail de sa vie quotidienne. Elle reste une personne, avec sa famille, son rythme, ses besoins. Pour moi, le plus beau dans tout cela, c'est la certitude d'aider réellement. Cela me porte. Cela donne du sens à beaucoup de choses. J'ai l'impression d'apporter un peu de lumière autour de moi. Le côté négatif? Bien sûr, il y en a un. La grossesse est physiquement éprouvante, c'est indéniable. Mais contrairement à une grossesse personnelle, ici au moins, il y a une compensation. Cela ne supprime pas la difficulté, mais cela l'équilibre. La gestation pour autrui reste un sujet tabou pour beaucoup de Français. Mais je pense que plus on en parle, plus on normalise la réalité. Les familles prennent des formes différentes et les chemins vers la parentalité aussi. Et oui, je porte un masque, pas par honte, mais parce que mon avocate me l'a recommandé.
pour ma sécurité et celle de ma famille. L'anonymat dans ce genre de parcours est une vraie protection. Si mon témoignage peut aider quelqu'un à mieux comprendre la GPA ou à se sentir moins seul, alors cela valait la peine de le partager. Et si certains ne sont pas d'accord, eh bien, chacun avance à son rythme. Certains plus tôt, d'autres plus tard.